Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box, le podcast qui débriefe les gros combats de boxe anglaise du week-end précédent et qui analyse ceux du week-end à venir. Merci d'être au rendez-vous. Et au sommaire de cette semaine, on va débriefer les oppositions qu'on a pu voir pendant ce week-end de fou. Tony Yoka qui se sort d'un combat difficile contre Christian Hammer en maîtrisant son sujet, Joe Joyce qui éteint l'espoir des poids lourds Daniel Dubois, et enfin le retour des légendes du ring, Tyson contre Jones. Qu'est-ce qu'elle a donné cette exhibition ? On fera aussi un focus sur le combat à venir le week-end prochain, Errol Spence Jr. contre Danny Garcia. Allez, c'est parti. Et on attaque tout de suite avec le débrief du combat entre Tony Yoka et Christian Hammer. Et pour ça, je suis accompagné de Lucas. Salut Lucas. Salut Ray. Donc, on a eu exactement le combat auquel on s'attendait. On a eu un Christian Hammer qui était vraiment solide. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je pense que c'était effectivement... Il n'y a pas eu de grosse surprise dans le combat. C'était à peu près ce qu'on s'attendait à voir. Hammer a joué ses cartes, il a avancé sur Tony Yoka. Il n'a pas montré grand-chose. Il a tenté des gros coups par moment, mais bon, pas grand-chose d'exceptionnel de son côté, quoi. C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de quoi inquiéter Yoka dans la boxe de Hammer. En revanche, moi je trouve qu'il a été hyper résistant. Bon, c'est ce qu'on s'attendait à voir, mais je pensais pas qu'il le soit autant. Je pensais qu'il subirait plus, en fait. Et, ouais, je suis d'accord. Il a tenu les 10 rounds correctement. Il a encaissé des gros coups de Tony Yoka qui a mis des bonnes droites qui sont bien passées à plusieurs reprises. Il a pris 4 fois plus de coups que Tony Yoka. Il a bien tenu le rythme. Et il a, malgré tout ça, mis la marche avant tout le long du combat. Il était au centre du ring la grande majorité du combat. En fait, c'est ça que je trouve impressionnant, c'est qu'il a quand même pris énormément de coups forts de Yoka, qui a attaqué d'entrée, un peu comme il a fait contre Duopa, pour marquer direct son territoire. Et en fait, on voit que Hammer a pas vacillé, il a pris les coups, il les a encaissés sans broncher, et on voit que ça a pu faire peut-être douter Yoka, qui s'est posé des questions au début en se disant il voulait attaquer fort, il voulait le mettre par terre, et en fait, il a été hyper résistant. On voit aussi un point qui m'a marqué, c'est qu'il a beaucoup utilisé son corps, il a pas mal sali le combat. Dans les combats qu'on l'avait vu faire, je trouve qu'on l'avait moins vu dans cette disposition-là. Mais là, il s'est appuyé beaucoup sur Yoka, il s'est collé à lui, un peu comme ce qu'a fait Fury avec Wilder par exemple, en faisant peser son poids sur lui. On a vu pas mal Yoka avec le genou au sol. Donc je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, le combat qu'a fait Hammer, il est vraiment pas mal. Après, ce qu'on se disait quand on regardait le combat, c'est que on voit pas trop ce que Hammer pouvait attendre de ce combat en fait avec le combat qu'il a fait, forcément, parce qu'il pouvait pas espérer le gagner. Mais en tout cas, il a tout fait pour faire chier Yoka, et là-dessus, il a réussi. Après, c'est compliqué de boxer comme ça si on veut gagner le combat. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, on ne sait pas ce que Hammer pouvait espérer de ce combat-là, mais il a tout fait pour essayer d'empêcher Yoka de passer sa boxe, et je pense qu'il a plutôt réussi. On n'a pas eu de KO déjà. Et bon, il a effectivement, comme tu dis, il a utilisé son poids, il a essayé d'avancer, de raccourcir la distance tout le long du combat, et il a, à mon avis, bien fait ce qu'il fallait pour empêcher Yoka de placer un gros KO au milieu du combat, quoi. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Yoka a gagné sans être vraiment inquiété. Mais ce qui nous déçoit, entre guillemets, un peu, c'est qu'on aurait aimé voir la manière, on aurait aimé voir Yoka le mettre par terre, on aurait aimé voir Yoka le mettre KO, et c'est ce qu'il n'a pas vraiment réussi à faire au final. Donc ouais. Voilà, est-ce que tu es un peu déçu de Je dirais pas déçu. Moi, je dirais pas déçu. Je pense que Tony Yoka, il a fait son combat, il a réussi à aller au bout, il a gagné. Il y a aucun doute sur l'issue du combat. Je pense que personne n'a remis en question le choix des juges. Après, on aurait peut-être aimé voir Tony Yoka en montrer un peu plus de variété dans sa boxe. Il y avait beaucoup de gauche-droite, de direct et de direct du gauche, crochet du droit. Il a essayé d'appuyer vraiment sa droite et de mettre des coups rares mais puissants. Mais bon, après, voilà, je pense qu'il a quand même maîtrisé son truc. On aurait aimé voir un petit peu plus de variété de son côté, je pense. Après, c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que quand on voit les combats qu'il a fait, Hammer justement contre des Ortiz, contre des Fury, contre des Povetkin dont on a parlé un peu avant, c'est vrai qu'en fait, on voit qu'il était beaucoup plus en souffrance contre ce boxeur-là. Il était plus sur le recul, alors qu'on a l'impression qu'il a quand même fait le match avec Yoka, même s'il a pris, comme tu l'as dit, 4 fois plus de coups, qu'il n'y avait pas photo au final. On n'a pas eu l'impression que Yoka a su vraiment imposer son rythme, et c'est ce qui peut être un peu décevant entre guillemets. Voilà, il a gagné, il y a pas de doute possible, et voilà, il a fait le combat qu'il fallait. Mais si on doit se dire aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on aurait aimé ou qu'est-ce qu'on aimerait à terme voir Yoka améliorer. Toi, qu'est-ce que tu dirais sur ces points-là? Qu'est-ce que tu penses qu'il doit travailler sur les prochains combats, par exemple? Moi, je dirais que Yoka, par rapport à ce combat-là, en l'occurrence, il y a des déplacements à améliorer. Je pense qu'il faut qu'il soit plus dynamique, plus vif. Il doit varier un peu plus son jeu, jouer sur les feintes. On l'attend trop sur des gauche-droite téléphonées où il nous met un bon direct et puis une grosse patate du droit derrière. Je pense qu'il faut qu'il varie un peu plus. Justement, je rebondis. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il restait très, très en ligne et que il travaillait sur 1-2 coups puissants, qui cherchait vraiment la force et pas vraiment la variété. C'est l'impression que tu as eu aussi? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il avait une garde hyper hermétique, il prenait quasiment pas de coups, très très peu de coups. Et on avait l'impression qu'il était dans l'attente en permanence, très très statique. Il envoyait 1 ou 2 coups très puissants. On voyait qu'il mettait de la puissance sur tous ses coups qu'il mettait. Mais il cherchait pas à les préparer, il les envoyait bruts comme ça. Et je pense que ça pourrait s'améliorer un petit peu de ce côté-là. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je pense que Yoka cherchait beaucoup les coups forts. Il jouait pour lui en général contre tous les adversaires qu'il a eu jusqu'à présent. Contre Hammer, c'est moins passé. On voyait qu'il a insisté là-dessus alors qu'il aurait pu un peu plus varier, justement, plus bouger, plus être mobile. Là, c'est vrai qu'il était assez rigide en fait. Au final, c'était beaucoup du à toi à moi. Il a pas beaucoup bougé. Il a peu cadré par rapport à ce qu'ont pu faire d'autres adversaires. Il a beaucoup trop cherché le coup fort en fait pour essayer de mettre KO. Il voyait que ça passait pas. Donc, on aurait pu attendre un peu plus de variété. Est-ce que toi, tu as été aussi surpris un peu de son attitude? Je pense qu'il a été déstabilisé, donc je pense qu'il s'attendait peut-être pas à avoir ce type de combat-là. Je pense que ça l'a gêné la façon dont Hammer a procédé au long du combat. Donc surpris, ouais, je pense que du niveau de Tony Yoka, ça aurait été pas mal de montrer un peu plus de palette de sa boxe. Après, moi, un point qui m'a un peu interpellé aussi, c'est que je trouve qu'il a pas mal manqué de vis. Là-dessus, il doit plus progresser. Quand on voyait que Hammer venait le coller, il essaie pas d'envoyer un peu des coups au corps, un peu vilains, comme pouvait le faire Hammer, comme le font d'autres boxeurs. Est-ce que tu penses que c'est un axe aussi sur lequel il doit aussi apprendre à devenir un peu plus agressif, vicieux. Alors, vicieux, je sais pas si on peut légitimement dire que c'est bien pour un boxeur d'être vicieux. Après, c'est vrai que ça fait partie du jeu et que sur les petites phases où ils sont entre guillemets dans les bras l'un de l'autre, mettre un petit coup au corps, un petit coup derrière la tête qui passe, ouais, lui il l'a pas fait du tout. Alors que Hammer l'a fait de temps en temps et que c'est vrai que ça fait partie de la fatigue que tu infliges à ton adversaire au long du combat et que ça peut être un point de progrès si on veut, quoi. Ok, donc en résumé, en gros, on a eu un peu le combat qu'on s'attendait à avoir. Dans l'absolu, Yoka a quand même maîtrisé son combat. Il a fait le combat qu'on voulait, il a maîtrisé, il a gagné tous les rounds et il a su ne pas être inquiété. En revanche, ça nous apprend des choses sur ce qu'il doit faire progresser pour pouvoir aller chercher des boxeurs de plus haut niveau. Il doit être plus varié, moins prévisible, pas compter que sur sa puissance et mieux se déplacer. Et il doit aussi potentiellement avoir plus de vis. Est-ce que ça te semble? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis je pense que lui-même a eu la bonne analyse. Il a fait le combat qu'il fallait. Il a montré qu'il savait maîtriser un combat comme ça face à un adversaire qui était pas facile. Et que bon, c'est un combat qui annonce d'autres combats vers lesquels il doit progresser un petit peu. Mais je pense qu'il saura le faire et il a le bagage pour. Ok, top. Je pense qu'on s'est tout dit là-dessus. Donc, on s'est fait l'analyse à chaud juste après le combat avec Lucas. Merci d'être passé sur Antenne Box. Bah, je t'en prie, merci pour l'invitation. Et on espère te revoir très bientôt. Avec plaisir. Comme je l'ai dit, on a enregistré ce débrief dans la foulée du combat. Mais au lendemain, je voulais revenir sur certains points. 2 précisément. Déjà sur l'organisation de la soirée et les polémiques qu'il y a eu. Je voulais dire que je trouve ça aussi scandaleux la façon dont ça s'est fait sur cette victoire du Turc par rapport aux Français. C'est pas tant sur la décision finale qui était peut-être difficile à prendre, mais la manière dont ça se fait, ça montre vraiment que dans quelque chose de nul et il faut pas tolérer ce genre de choses, qu'un juge puisse revenir si longtemps après en disant en fait je me suis trompé, j'ai mis les mauvais scores. En fait normalement tu t'en rends compte au moment où le vainqueur est désigné, donc je trouve ça abusé, je trouve que c'est nul et je trouve que c'est le genre de truc qu'il faut pas laisser passer. Donc voilà, je voulais juste faire un coup de gueule là-dessus. L'autre point que je voulais aborder, c'est que suite à la victoire de Tony Yoka, donc j'ai échangé avec quelques personnes sur les réseaux. Et il y a un truc que je trouve vraiment chiant en fait sur le sujet de Tony Yoka, c'est que souvent on a d'un côté des anti-Yoka avec qui moi je suis pas d'accord parce que c'est un boxeur français, je trouve que c'est important qu'on soutienne nos athlètes et en plus objectivement pour moi c'est un super boxeur qui a des qualités qui sont énormes
Et c'est une vraie chance en fait aujourd'hui d'avoir potentiellement un poids lourd français champion du monde. Et de l'autre côté, on a les pro-Yoka extrêmes, c'est-à-dire des personnes avec qui on a le droit de rien dire sur Yoka, qui se braquent dès qu'on fait la moindre critique entre guillemets sur lui. Pour eux, c'est un espèce de monument qu'on n'a pas le droit de toucher. Et je trouve qu'il faut pas faire l'amalgame en fait entre être critique et critiquer. La critique pour moi c'est constructif, il y a des choses que j'ai aimées dans son combat, d'autres moins, et du coup je le dis en toute transparence, sans que ce soit un manque de respect vis-à-vis de lui. Et surtout les gars, ça reste du sport, ça reste de la boxe, c'est juste du kiff en fait, et avoir des avis différents et débattre c'est cool, donc faut pas s'emporter parfois, faut aussi savoir trouver un juste milieu. Moi je prétends pas que j'ai la vérité ultime ou la vérité absolue, en tout cas j'ai ma vision, ma vérité, et sur ce podcast justement je la dirai toujours. Allez, maintenant on peut passer au deuxième débrief. Et on va parler de l'autre choc de la soirée, Joe Joyce contre Daniel Dubois. Là j'ai envie de dire quel combat de Joyce, il a complètement flingué mon pronostic, putain quelle maîtrise. Donc pour refaire le film du combat, déjà je pense qu'on avait bien identifié les clés. La taille, ça a été un élément déterminant. C'est Joyce qui a beaucoup occupé le centre du ring, qui a utilisé massivement son jab pour mettre des coups de boutoir à Dubois, qui a été forcé du coup d'essayer d'avancer pour casser la distance, et qui s'est pas mal empalé en fait du coup sur ce jab. Aussi parce qu'il n'a pas d'ailleurs assez bougé sa tête, on en avait parlé de cet axe de progression sur ses mouvements de tête. Joyce il a vraiment forcé Dubois à boxer différemment de d'habitude. En général c'est plus Dubois qui cadre, c'est plus lui qui avance, c'est plus lui qui contrôle avec son jab. Et là il était obligé de rentrer en fait, d'accélérer et d'essayer de mettre des séries. Mais pour ça il devait du coup casser la distance et ça l'a condamné à beaucoup s'exposer en fait. Et Joyce il a su l'user au fil du combat, il a boxé en fait pour l'empêcher d'avancer. Et Dubois, il a eu du mal à trouver sa distance. On sentait, je trouve aussi qu'il était un peu crispé, Dubois au début. Il attaquait fort les rounds, mais après on avait l'impression qu'il manquait vraiment de tonus et de jus. Joyce, il a fait le combat qu'il faut en fait, tout en maîtrise. Il a exploité à merveille les failles de Dubois. Il a réussi à le toucher à l'œil et puis après il a insisté en ne laissant jamais développer sa boxe jusqu'à le contraindre à l'arrêt après lui avoir complètement ferré l'œil gauche. Et Joyce, il a combattu quasiment qu'avec son jab en fait. Il a bien résisté quand Dubois a essayé d'accélérer. On voyait qu'il aurait du mal à être ébranlé, ce qui a pu justement déstabiliser Dubois, qui a l'habitude de faire trembler ses adversaires, de sentir l'impact de ses coups. Là, plus ça passait, plus Joyce avait l'air serein, ça donnait l'impression d'une force tranquille qui fait ce qu'il avait prévu. Il a amené Dubois, comme il avait dit, loin dans les rounds, en travaillant vraiment méthodiquement pour remporter la victoire. Il a su mettre son emprise sur le combat. Franchement, pour moi, c'est une masterclass de Joyce, bravo à lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lui auraient donné la victoire, donc franchement, respect. Déjà, on l'a dit, pour avoir eu le courage de prendre Dubois, mais en plus pour l'avoir battu et avec une performance qui est maîtrisée de A à Z. Après, cette défaite pour Dubois, en revanche pour moi, elle n'enlève rien à ses qualités. Il a que 23 ans, il est super jeune. Pour lui aussi, Joe Joyce, c'est un vrai risque. Ça va lui donner vraiment de l'expérience et lui permettre de voir comment s'améliorer. Et c'est pas parce qu'il a perdu en fait qu'il faut l'enterrer et le mettre à la cave. Je fais un parallèle qui est un peu exagéré volontairement, mais pour donner un exemple, il y a quelques années, Canelo Alvarez avait pris une leçon de boxe contre Floyd Mayweather et ça l'a pas empêché de devenir aujourd'hui un des, si ce n'est le meilleur boxeur actuel. J'espère aussi en fait que ce type de résultat, ça va nous permettre d'en finir petit à petit avec cette mode de monter des invaincus en fait qui fait que les boxeurs prennent pas de risques pour pas avoir de croix rouge à leur palmarès. Et aujourd'hui en fait chez les lourds par exemple, être invaincu c'est plus tellement monnaie courante. On a des Joshua, des Wilder, justement des Dubois maintenant qui ont perdu. Et ça fait pas pour autant d'eux des mauvais boxeurs. Donc plus créer cette espèce d'icône de l'invaincu, ce devoir de l'être, ça va peut-être à terme enlever une certaine pression et pousser plus de boxeurs à prendre des risques pour nous offrir de gros combats. Et j'ai hâte de voir aussi en tout cas comment Dubois va rebondir. Et la dernière fois on avait parlé de la suite pour Dubois s'il gagnait. Du coup maintenant qu'on connaît le vainqueur, quelle suite pour Joe Joyce? Il y a Tony Yoka qui a pas tardé à lancer le match sur les réseaux en interpellant Joyce pour lui demander de mettre en place la revanche des championnats du monde amateur et des JO de Rio de 2016, où Yoka avait gagné justement. On rappelle que Tony Yoka ne boxera pas en décembre finalement, comme ça devait être le cas pour un titre européen contre Petar Milas. Il souffre d'une fracture à la main suite à son combat contre Hammer, donc on le retrouvera en 2021. Sûrement pour attaquer fort, puisqu'aujourd'hui il est 12e mondial sur BoxRec, donc ça pareil, il faut le saluer, c'est super bien. Et ce combat entre Yoka et Joyce, pour moi, il me semble difficilement envisageable dans l'immédiat. Déjà parce qu'à ce stade-là, je vois pas l'intérêt réel pour Joyce. Il a 35 ans, il a plus de temps à perdre. Lui, pour le coup, il va devoir clairement capitaliser sur sa victoire pour frapper sur quelque chose qui pourrait lui donner une chance mondiale.
pour lui, il reste peu de marche en fait à ce stade. Surtout, il vient de faire le combat contre le jeune loup affamé un peu qui veut monter. Donc je ne le vois pas reprendre un risque de ce style en prenant Yoka maintenant. Il a dit aussi qu'il voulait prendre Usyk, il a été très clair, qui serait je pense aussi un très très beau combat. Après cet affrontement Joyce-Yoka, ça me semble faisable, mais après une potentielle chance mondiale de Joyce, ou après que la porte se soit clairement refermée pour lui. Donc peut-être, pourquoi pas fin 2021, selon l'enchaînement des combats, ou alors début 2022, à voir. Pour moi, en tout cas, c'est plus vers un Chisora ou un White que Tony Yoka doit se tourner, même si, attention, si ça se fait avec Joyce, moi je serais ravi. Ce serait une occasion énorme en fait pour Yoka de se propulser hyper vite vers une chance mondiale. Surtout que je pense qu'il a les qualités pour battre Joyce. Bon, après j'avais dit pareil de Dubois, donc j'espère que je me cours pas encore une fois. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Le dernier débrief, c'est le combat des légendes, Mike Tyson contre Roy Jones Jr. Le premier point, c'est que quand je parlais de frisson dans le dernier podcast, on y était clairement. Rien que voir la tenue toute noire de Tyson, ça fait un truc. Alors quand on voit ses mouvements, quand on le voit avancer avec son Dempsey roll, donc le fait d'avancer en faisant des balanciers pour ensuite envoyer des crochets, en variant le niveau corps-tête, franchement ses capacités, il les a vraiment conservées à un niveau impressionnant. Il avait de bonnes esquives, il avait de bons appuis pour remonter fort avec ses crochets. Après, maintenant sur le combat en lui-même, c'était le combat auquel on s'attendait un peu. Ils appuyaient pas les coups, c'était visible ça. Et si j'ai été, moi, émerveillé de revoir Tyson, j'ai été pour le coup assez déçu de Roy Jones. Il a vite été dépassé en fait, il avait vraiment l'air hors de forme. Et soit il mettait un direct et ensuite il s'échappait, soit il accrochait tout le long. Et franchement, à la fin, c'était chiant en fait. Il salisse autant le combat et autant cette exhibition. Et il avait vraiment l'air exténué au bout du rouleau quand ça s'est terminé. Donc, bien sûr, comme on s'y attendait, il n'y a pas eu de KO. On a eu un match nul pour le principe, je pense. Le truc que je retiens, en revanche, c'est que la mise en scène était vraiment stylée, avec l'extérieur du ring complètement plongé dans le noir et le ring tout blanc. C'était assez beau visuellement. Et il n'y a pas grand-chose à dire, hein, je trouve, sur ce combat. Voilà, si vous voulez aller le voir, allez le voir. Ça reste sympa pour l'émotion que ça procure. Après, c'est pas un grand combat de boxe pour moi. Hein, c'est que mon avis. Allez peut-être voir quand même au moins les premières minutes, parce que pour le coup, ça fait quelque chose de revoir Mike Tyson sur le ring. Et pour conclure là-dessus, c'était un combat donc marrant à regarder, mais pas non plus fantastique. En revanche, voilà, pour cette émotion que ça procure de voir Mike Tyson sur le ring, ben, c'était vraiment hyper cool. Et justement, le dernier point pour ouvrir là-dessus, vu la forme qu'il a, moi je serais vraiment chaud de le revoir dans une exhibition contre un adversaire qui aurait une meilleure condition pour le coup et qui accepterait plus l'échange. Ça pourrait donner quelque chose d'assez sympa. Et j'ai vraiment été très 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 agréablement surpris par Mike Tyson et sa forme. Ça reste une légende et voilà, un monument, ça meurt jamais, quoi. On passe maintenant à l'analyse du combat du week-end, le grand retour d'Errol Spence Jr. contre Danny Garcia. Grand retour parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas vu Errol Spence sur un ring, suite à son accident de voiture qu'il avait envoyé à l'hôpital. Du coup, il y a beaucoup de questions qui subsistent et pas mal de doutes sur le fait qu'il ait pu récupérer ou non toutes ses facultés à 100%. Alors, les facultés d'Errol Spence Jr., justement, parlons-en. C'est un boxeur d'aujourd'hui 30 ans, invaincu en 26 combats, dont 21 gagnés par KO. Il est champion IBF et WBC des poids welter, 1m77 pour 1m83 d'allonge, et précision importante, c'est un gaucher. Sur son style, c'est un boxeur qui prend un peu son temps avant de démarrer pour analyser le combat. Il utilise son jab en général pour avancer, pour frapper et rentrer dans la garde de son adversaire. C'est pas vraiment un jab de contrôle, même s'il sait aussi le manier dans ce registre-là. Il l'utilise moins comme ça. Il a des beaux mouvements de buste, il fait pas mal de balancier quand il est au corps à corps. Il aime venir au contact justement, où il peut travailler avec des crochets et du percute sec. C'est un boxeur qui sait varier de rythme, qui a des bonnes combinaisons tête-corps, qui sait mettre du débit et de l'impact. C'est vraiment un combattant qui est hyper complet avec une très très belle technique. Il arrive aussi à imposer sa distance à lui et à empêcher son adversaire de trouver la sienne. Ça avait été une des clés de son combat contre Mike Garcia par exemple. Il arrive aussi à rester assez lucide quand il prend des coups. Un combat que personnellement moi j'avais adoré de Errol Spence Jr., c'est son combat contre Kell Brook. Donc Kell Brook qui est le même boxeur qui a combattu et perdu contre Terence Crawford assez récemment. Mais à l'époque c'était pas le même combattant, donc il était vraiment à un autre niveau. Ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que comme Danny Garcia, et on va en parler, Kell Brook c'est un contreur. Donc dans la physionomie, on peut s'attendre à ce type d'opposition. Moi, ce combat, je l'avais adoré parce que Kell Brook, il a un courage et un cœur énorme. Au 10e, on pense qu'il va tomber, qu'il va être KO. Il arrive à aller au bout du round. Il revient dans le 11e. Il arrive à redistribuer des coups à Spence qui lui-même est surpris avant d'être arrêté, bien sûr, à la fin du 11e.
Mais vraiment, j'ai trouvé que Brook avait été héroïque dans ce combat, et c'est le genre de combat qui vous fait un peu vous accrocher à votre canapé, quoi. Ce combat, il va justement me permettre d'enchaîner sur les failles que je trouve chez Errol Spence Jr. Donc, faille entre guillemets, parce que comme je l'ai dit, ça reste un combattant qui est très très complet. Pour moi, c'est pas un finisseur dur. Typiquement, contre Brook, il met du temps à le finir. C'est plus un chasseur que vraiment un tueur. Il sait accélérer quand il sent que l'adversaire va tomber, mais moi je me pose des questions sur son punch. Quand on voit parfois l'impact qui est énorme des coups qu'il peut mettre, l'élan qu'il peut leur donner, on peut être surpris parfois de voir que ses adversaires ne tombent pas. Donc il a tendance à mettre plutôt des knockdowns successifs que des gros KO, même s'il met des KO, bien sûr, faut pas généraliser. Mais je me pose quand même cette petite question sur le différentiel entre son impact et son punch. Un autre point qui est important pour moi, c'est qu'il prend quand même pas mal de coups. Dans ses esquives rotatives, en général, il a parfois tendance à baisser les mains. Et dans son dernier combat contre Sean Porter, notamment, donc Porter qui est un boxeur assez sale, donc qui vient se coller, qui met des coups de tête, qui met des coups qui sont pas toujours très propres, mais qui a un gros débit par contre. Il avait été un peu emmené dans une bagarre parce que c'est le type de boxe de Porter, et il avait pris pas mal de coups, surtout des crochets de près. Alors, contre Porter, justement, on parlait de punch, ça passe parce que Porter, justement, a pas beaucoup de punch et fait pas très mal. Par contre, contre Garcia, faudra faire vraiment attention parce que lui, c'est vraiment un cogneur qui sait mettre des gros crochets qui font mal, et on va y venir, mais Garcia, il frappe, quoi. Enfin, la dernière interrogation pour moi, c'est sur son état physique et le fait qu'il ait récupéré ou non complètement de ses blessures. Les médecins disent que oui, mais pendant un moment, par exemple, il n'a pas pu faire de sparring parce qu'il a perdu des dents pendant son accident et on lui a mis des pivots. Et en fait, à cause de ça, il a dû attendre que ses dents permanentes arrivent pour faire du sparring. Et on sait qu'il y a pas mal de boxeurs qui ont besoin de sparring pour avoir un bon rythme. Pas forcément besoin de compétition, mais de sparring. C'est le cas par exemple de Tony Yoka qui l'a dit à plusieurs reprises. Donc on peut se poser la question du rythme. Est-ce que Errol Spence va manquer de rythme ? Son adversaire du soir, ce sera donc Danny Garcia, 32 ans, 8e mondial de la catégorie des welter. Il a déjà été champion dans 2 catégories de poids différentes, en super léger et en welter. Il a 38 combats à son actif, dont 36 victoires, 21 par KO et 2 défaites. Il fait 1m73 avec une hanche de 1m74. Il est donc plus petit que Spence. C'est un boxeur qu'on aurait pu penser sur la fin, mais il dit vouloir compter sur ce combat pour se relancer au sommet. Il est sur une bonne dynamique, puisqu'il a 2 victoires à son actif récemment, donc contre Red Cash et contre Granados. Alors on va pas s'attarder forcément sur ces combats-là, parce que les boxeurs déjà, c'est un peu des boxeurs de second rang. Et surtout, ces affrontements-là, ils sont pas très intéressants en termes d'enseignement. En revanche, si on a eu tendance à enterrer un peu Danny Garcia, c'est parce qu'il a perdu contre 2 top boxeurs de la catégorie au cours de ses 5 derniers combats. Ces boxeurs, c'est Sean Porter, dont on a parlé tout à l'heure, et Keith Thurman. Et pour moi, faire le constat de il a perdu contre ces boxeurs-là, c'est qu'il n'a pas le niveau, c'est aller un peu vite. Et c'est pour ça que j'aimerais bien revenir sur ces combats. Déjà, c'est des défaites qui sont controversées. Alors moi, je veux pas rentrer dans le débat, chacun a son idée, et sachez juste qu'elles ont fait parler. Donc comme souvent, toutes les décisions qui se font au point. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est ce qu'elles nous apprennent, ces confrontations. Contre Porter, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a perdu par décision unanime suite à un combat contre un mec, comme je le disais, qui a une boxe un peu sale, donc qui met des coups de tête, qui se colle, mais qui a énormément de débit. Et je pense que c'est typiquement la boxe qui dérange Garcia, qui est plutôt un contreur, donc qui a plus de mal à s'exprimer dans un combat sale, alors que contre Spence, il va affronter un mec qui a une belle boxe, propre, et contre qui il va pouvoir s'insérer dans le tempo et dans les variations de rythme. Contre Keith Thurman, c'était complètement un autre combat, puisque Thurman, c'est un boxeur qui est plus grand, agile, puissant. C'était un super combat où justement Garcia avait su placer des contres et des remises contre un adversaire qui frappait fort, qui avançait et qui avait de la vitesse. Là, il a montré une grosse énergie, il a même fini par avancer sur Thurman sur la fin du combat, et je pense que c'est ce type de combat-là qu'il doit arriver à reproduire pour essayer de gêner Spence. Parce que Danny Garcia, c'est vraiment un cogneur, c'est un mec qui a un gros crochet du gauche, qui frappe fort des 2 mains et même sans élan. Il a aussi un vrai QI box dont je trouve qu'on parle pas assez, et d'ailleurs de son aveu, Spence l'a choisi parce que, je cite, c'est un adversaire coriace avec un menton en granit, il est toujours dans les combats rapprochés, difficiles. Et pour moi, c'est exactement la définition de Garcia. Alors sur les clés du combat, déjà je trouve que pour Errol Spence, il faut le souligner, c'est un choix courageux. Garcia, c'est pas le mec le plus dangereux, c'est sûr pour lui, mais ça reste un boxeur qui frappe fort, donc
compte tenu des doutes qui sont autour de Spence et de son état de santé, ça montre son envie de lever ces questionnements-là, et ça reste un risque qu'il prend, qu'il aurait pu éviter en prenant un combat de reprise bidon. Donc il faut saluer le choix qu'il a fait, et de mon point de vue, c'est déjà assez courageux. L'élément déterminant pour Spence, ça va être de se protéger donc des crochets de Garcia, on en a parlé, et particulièrement de son gauche. Spence, il va devoir le garder à l'extérieur. Donc il pourrait vouloir jouer aussi le combat à distance, il peut le faire parce qu'il est plus grand et plus technique, et il faudra qu'il évite en tout cas de refaire le même combat que celui qu'il a fait contre Sean Porter. Je disais pendant ce combat, il était trop proche, il a pris trop de coups, donc il faudra pas qu'il prenne les mêmes contre Garcia. Et justement, pour moi, un des seuls moyens pour Garcia de l'emporter, c'est d'aller chercher le KO. Et je suis curieux de voir comment Spence va réagir s'il commence à prendre des coups. Sur la physionomie du combat, Garcia il a plus tendance à reculer et à contrer, donc je pense que c'est Spence qui va avoir le contrôle, et Garcia va essayer de le surprendre en s'insérant dans son tempo, surtout si le combat dure et que Spence n'arrive pas à mettre KO, il peut prendre un mauvais coup. Garcia il sera dur à coucher parce que, comme Spence l'a dit lui-même, il a vraiment un menton solide, et surtout quand on voit les patates qu'il a pris contre Thurman sans tomber, on se dit que ce sera pas facile de le coucher. Et je vais pas me risquer à un prono parce qu'il y a trop d'inconnus pour moi sur ce combat, mais disons qu'en gros, si Spence a des séquelles de l'accident, on peut avoir une surprise. S'il est à 100%, normalement il doit gagner. Donc ce serait soit une victoire par KO de Garcia, soit une victoire au point de Spence. Bien sûr, une fois que j'ai dit ça, vous allez voir que c'est Spence qui va gagner par KO et que je vais avoir l'air d'un con avec mes pronos, mais bon, c'est comme ça. Alors pour finir, si Spence confirme qu'il est de retour, qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, à la suite de son combat contre Garcia, il voudrait 3 noms. Terence Crawford, Manny Pacquiao et Canelo Alvarez. Alors sur Crawford d'abord, c'est bien sûr le combat que tout le monde veut voir, si on a bien sûr confirmation que Spence est toujours au top. C'est le genre de combat qui marque, que les fans de boxe veulent voir. C'est maintenant qu'il doit se passer, parce que c'est maintenant qu'ils sont tous les deux au top, donc il faut qu'ils se boxent à cet instant. Sauf que le problème, c'est que Crawford, il donne un peu l'impression bizarre de vouloir éviter le combat. Il a par exemple déclaré ne pas avoir besoin de Spence pour son héritage, et que c'est Spence qui avait besoin de lui. Alors moi là-dessus, je suis pas vraiment d'accord, mais apparemment Crawford demanderait un accord à 50-50 sur le partage des recettes, là où Spence propose du 60-40. Le problème, c'est que on sait aujourd'hui qu'il y a de vraies tensions autour de l'attractivité de Crawford, qui lui vaillent par exemple aujourd'hui des embrouilles avec son promoteur Bob Arum, qui lui reproche même de lui faire perdre de l'argent. C'est hyper paradoxal parce que Crawford, si on parle du boxeur, c'est vraiment un boxeur d'exception. C'est peut-être le plus complet de tous. Et si j'ai dit tout à l'heure pas être d'accord sur le sujet du palmarès, en termes de boxe pure, par contre, je pense vraiment que Crawford peut battre Spence. C'est simple, il sait vraiment tout faire. Mais donc, comme je disais, étrangement, Crawford, il attire pas les foules. Et ses combats en pay-per-view contre, par exemple, Victor Postol et Amir Khan, ils ont fait des très très mauvais chiffres. Donc, à voir. Mais ce serait vraiment triste d'être privé de ce combat-là pour une histoire de gros sous. Mais bon, après, le boxing business, c'est aussi clairement ça. Pour ce qui est de Pacquiao, je vais pas en parler très longtemps parce que je pense que ça se fera pas. Il n'y a pas vraiment d'intérêt du côté de Pacquiao. Je trouve qu'il y aurait plus des raisons d'aller affronter un Mikey Garcia ou quoi. Donc, je le vois pas vraiment rentrer dans cette case-là. Pour ce qui est de Canelo Alvarez, moi, ça me semble fou, mais Spence serait apparemment prêt à le faire au poids moyen. Canelo, je pense qu'il pourrait être plutôt chaud de le faire en super moyen. Mais là, ça ferait sûrement trop pour Spence. Donc, à voir si après son combat contre Callum Smith, Canelo veut enchaîner soit sur Caleb Plant, qui revenait pas mal avant qu'on annonce Smith, soit sur un Billy Joe Saunders, qui était aussi pas mal évoqué, ou s'il a un meilleur intérêt financier à aller vers un Spence. À ce moment-là, ça pourrait se faire. En tout cas, ça pourrait être stylé, mais c'est vrai que je trouve l'opération quand même un peu complexe. Enfin, le dernier point qu'on n'a pas évoqué, et que moi je trouverais sympa, certains en parlent, ce serait pourquoi pas Teofimo Lopez. On sait que c'est un léger qui est assez lourd, donc il pourrait potentiellement monter en welter. On sait qu'il a peur de personne, puisqu'il est quand même allé affronter la divinité de la boxe, Lomachenko, et en plus il a gagné. Donc voilà, il a prouvé qu'il avait du courage, qu'il avait peur de personne et qu'il y allait. Donc il pourrait très bien le faire. Ça pourrait être un super combat pour le coup, entre un vrai puncher qui cogne fort et un boxeur technique qui se déplace bien et une vraie opposition de style. Et je pense que ça peut être un très très beau combat. Donc moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Peut-être que de tous ceux qu'on a cités là, c'est celui qui me ferait le plus plaisir. Après, bien sûr, Crawford. Mais Crawford, pour moi, on est même encore au-delà. C'est sur une question de suprématie, en fait, de voir qui est le meilleur entre les deux. Après, sur le combat, je sais pas si ce serait le plus beau combat à voir. Mais voilà. En tout cas, Teofimo Lopez, faut le garder en tête. Et ça peut vraiment faire un combat très chouette.
On a fait le tour des sujets. La semaine prochaine, on débriefera du coup le combat entre Errol Spence Jr. et Danny Garcia. Et on fera l'analyse des combats à venir entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev et Shakur Stevenson contre Clary. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à commenter et à en parler autour de vous. Ça nous aiderait énormément. Suivez-nous aussi sur Instagram, sur notre compte AntenneBox. Je prendrai avec plaisir tous vos retours. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fin de semaine et à la semaine prochaine sur AntenneBox.